Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières, car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans ma bulle. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous joindre à nous et j'espère que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. J'ai aussi envie de vous dire mille merci pour tous les messages que vous nous laissez. Vos mots sont très gentils et ça nous touche énormément. Alors, ce vendredi, eh bien, nous sommes en compagnie d'un athlète qui a marqué l'histoire de l'athlétisme algérien. Nous, on a un réel plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Melik Louahla. Bienvenue à toi, Melik. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Quel bonheur de te voir à nouveau ici à la chaîne 3. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Et donc je salue vos auditeurs de la chaîne 3. Et j'espère qu'ils vont passer un agréable moment avec nous aujourd'hui, découvrir votre bulle où le sport est bien présent, on est bien d'accord, mais on va découvrir autre chose tout au long de cette émission. Alors c'est vrai qu'on est au niveau de la radio algérienne ce matin pour cette émission, mais on aurait très bien pu faire l'émission aussi au niveau du stade d'athlétisme. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est là-bas ta bulle finalement, Melik. C'est un stade où tu as passé beaucoup de temps, où tu passes encore beaucoup de temps, vu que même si tu n'es pas athlète, tu es entraîneur aujourd'hui. C'est un peu ta bulle, le sato, comme on l'appelle. Tout à fait. La dernière fois, tu m'avais demandé où est-ce qu'on pourrait bien faire l'émission. Je t'ai dit on va rester au niveau de la radio, parce qu'en fait en ce moment même le SATO est en réflexion. Mm-hmm. Donc s'il y avait bien un lieu où on aurait pu faire notre émission, ça aurait été au niveau du SATO. C'est ta bulle à toi. C'est beaucoup de souvenirs. C'est énormément de souvenirs. En fait, je suis pratiquement né là-bas, à travers mes parents qui sont dans le domaine sportif. Mm-hmm. Donc mon père était déjà entraîneur au niveau du stade annexe déjà à l'époque. Donc il m'emmenait avec lui dès mon jeune âge. Mm-hmm. Et donc j'ai pas commencé l'athlétisme directement dès le début. Il m'emmenait juste avec lui pour le voir lui. Voilà, pour le voir, pour la garde, pour tout ça. Et doucement, je me suis mis quand même à l'athlétisme et voilà. Voilà, le SATO donc, le stade d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf, ça reste ta bulle à toi, ton lieu où tu passes beaucoup de temps, où tu passes encore aujourd'hui beaucoup de temps. J'imagine qu'il y a d'autres bulles plus intimes, la famille, le chez-toi, ta maison, mais je sais que tu es proche aussi de certains quartiers de la capitale. Tu es quelqu'un qui aime bien faire des petites virées comme ça, des petites visites. Quel est le quartier d'Alger qui te touche énormément ? Alors moi faut savoir que je suis né à El Biar. Ouais. Donc j'ai passé toute mon enfance dans les hauts quartiers d'Alger. Mm-hmm. Donc du côté de Parc des Pins, c'est là où j'ai grandi. Mm-hmm. On s'est déplacé vers Ben Aknoun, mais c'est toujours autour. En fait le centre de tout ça, c'est le stade annexe. Voilà, oui. C'est le 5 juillet. Donc on passe pratiquement tout, c'est-à-dire tout notre temps et les temps libres pratiquement, donc les week-ends, le mardi après-midi, c'était le mardi après-midi ou non, à notre époque c'était lundi. C'était le lundi après-midi. Voilà. Le mardi c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Donc le lundi après-midi, donc c'était au niveau du stade annexe, obligatoire, obligatoire. Ça à un moment donné, ça ne rigolait pas avec le papa. Et donc ça a commencé comme ça. À un moment donné, je commençais à avoir, comme tous les enfants, je voulais faire un peu de foot. Ouais. Et en fait, un jour, le papa, je lui ai dit,
comme ça, bon, généralement le lundi, je dis je ne viens pas. Je ne viens pas, je veux rester à la maison. Il m'a dit pourquoi. Bon, il a cherché à savoir, bien sûr. Je dis je veux bien aller jouer un peu au foot avec les copains. Alors il s'est retourné vers moi en me lançant un regard. Un bon regard. Pour ceux qui connaissent Ami Mohamed, je pense qu'ils imaginent le regard d'Ami Mohamed. Tout à fait. Donc il m'a envoyé un regard en me disant je veux te voir dans la voiture dans 2 minutes. Ça rigole pas. Donc il m'a effectivement trouvé dans la voiture 2 minutes plus tard parce que il n'avait pas intérêt. Voilà, donc il n'y avait pas lieu de négocier. Voilà. Et en fait c'est grâce à lui. En fait il a changé le cours de ma vie tout simplement. Tout simplement. Mais il faut dire aussi, Malik Louahla, que tu es venu au sport et à l'athlétisme tout spécialement. Mais c'est quand même une histoire de famille parce que Samer, ton frère aîné, était déjà athlète lui aussi à ton époque. Donc tu es venu toi et tu as fait comme papa, comme maman aussi, parce qu'on oublie aussi que Madame Louahla, elle aussi est une athlète. Elle faisait le saut en longueur. Voilà. 100 mètres et 100 mètres plat. Voilà, sprinteuse. Voilà. Ton papa était sprinter lui aussi. Samer sprinter et même ta jeune sœur Sohair. Donc c'est un héritage finalement que de faire du sprint dans la famille Louahla. Je vais essayer de résumer ça rapidement. donc mon père. Donc Mohamed est le premier champion d'Algérie du 400 mètres de l'histoire indépendante du pays. Donc c'était en 63. Et la maman aussi a été championne d'Algérie dans les années 60 je vais pas dire de bêtises. 70, 71, 72, voilà, elle a été championne d'Algérie, elle a été championne maghrébine, voilà, tout à fait. Donc elle pouvait faire vraiment une carrière internationale, mais elle a eu une blessure au dos. Ce qui l'a malheureusement arrêté. Et d'ailleurs, elle a gardé cette phobie avec nous. Elle a toujours eu peur des blessures, voilà, tout à fait. Donc dès qu'il s'agit durant notre carrière, à moi et mon frère et ma sœur, dès qu'il y avait un petit souci de physique, de blessure, voilà, elle s'inquiétait beaucoup et elle était tout le temps là, elle était tout le temps derrière nous. Elle a été franchement si je peux c'est-à-dire lui rendre hommage, c'est-à-dire je vais vraiment rendre hommage aux deux parents, au papa qui a été tout le temps avec nous en tant qu'entraîneur. Il a été, je sais pas si on peut dire qu'il a été plus entraîneur que papa. Il était, voilà, ça se mélangeait en fait. Et la maman qui a été vraiment très 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 présente dans nos, c'est-à-dire dans notre carrière. Que ça soit, c'était en fait elle, c'était la logistique. Voilà, tout ce qui était prise de rendez-vous, dossier administratif, bon bien sûr bouffe à la maison, tout était réglé. Oui, parce que être maman c'est un boulot à plein temps. Voilà, tout à fait, tout est, je le vois maintenant. Donc elle était tout le temps là à essayer que tout soit bien en place pour qu'on puisse avoir les meilleures des conditions, si je puis dire, pour bien évoluer en sport et dans les études aussi. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, oui, tout à fait. Moi, je me souviens d'elle en tout cas, Madame Louahla. Je me souviens des championnats d'Afrique qu'avait organisé l'Algérie en athlétisme en 2000 au stade donc d'athlétisme au complexe Mohamed Boudiaf. Et je me souviens qu'elle était présente dans vos courses, qu'elle était là, qu'elle encourageait, qu'elle était fière. Et quand vous avez gagné, quand vous avez réussi à faire de belles choses, eh bien, on voyait cette fierté et son bonheur. Donc, elle était très, très présente, c'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression que, peut-être par rapport à Sohair, toi, Melik et Samir, c'est un peu différent. Est-ce que par rapport à Sohair, ça a été autre chose parce que c'est une fille et que même si elle est sportive, c'était autre chose, ou est-ce que non? Les 3 enfants ont été pris en charge de la même manière, ont été encouragés de la même manière, élevés de la même manière, parce que le sport ne fait pas de différence finalement. En fait,
en fait, pour je vais rapidement terminer en ce qui concerne les carrières de Samir et de Souhair. Rapidement, et je reviens à la question. Ouais. Donc il y a eu Samir aussi qui s'entraînait donc avec moi, et c'est grâce à lui, en fait, c'est lui qui m'a vraiment tiré dans mes entraînements. Il a été champion d'Algérie donc du 400 mètres. Il a été médaillé de bronze au niveau des Jeux méditerranéens, et aussi on a gagné ensemble la médaille d'or à Paris en 97. Le relais 4x400 mètres, avec le record des Jeux méditerranéens, le record qui tient toujours d'ailleurs. Et il y a eu Souhair en 2008 après moi, voilà. Alors en fait pour l'anecdote, dès que moi j'ai arrêté ma carrière en 2008, plus exactement. En 2008, et là ça a fait un tilt dans la tête de Souhair. Elle a dit comment que ça se fait, on va plus voir de l'ouahla sur les pistes. Je vais me voilà parce que elle s'entraînait mais pas avec la charge voulue pour faire de bonnes performances. Le sport d'élite. Voilà. Et là ça a fait tilt dans sa tête, et elle s'est mise sérieusement. Et bien sûr, mon père et ma mère ont continué leur travail. Et elle est devenue championne d'Algérie du 200 mètres, en 2011. Voilà, en 2011. Pour revenir à la question, en fait, c'est la façon avec laquelle les parents se sont comportés avec nous dépendait des événements que vivait notre pays. En fait, c'est tout à fait clair que nous, à l'époque, dans les années 90, où l'Algérie a traversé vraiment une période très difficile. Voilà, c'était vraiment les années noires. Les parents étaient beaucoup. C'était vraiment très 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 difficile pour eux, et c'est-à-dire il y avait l'histoire des couvre-feux, je sais pas si tu te rappelles, il y avait les couvre-feux et tout, et nous le matin on avait décidé avec mon frère et mon père de se réveiller le matin de très bonne heure pour aller faire un footing le matin avant d'aller à l'école. Donc moi au lycée et mon frère à la fac. Et le matin, donc ma mère se réveillait avec la boule au ventre. Parce qu'elle savait très bien que ce qui se passait à l'extérieur, que c'était très 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 dangereux, mais on le faisait quand même. Donc c'était vraiment une partie de sacrifice et c'était vraiment des moments très difficiles. Pour l'anecdote, un jour effectivement je courais le matin de très bonne heure. Et arrivé à un barrage du côté de Ben Aknoun, j'étais arrêté par un policier. Mais d'une manière, je comprends le policier, hein, de bon matin, voilà, il faisait son travail, mais de bon matin voir quelqu'un courir, à 6h30, voilà, il fallait que, donc juste pour te dire que c'était vraiment des moments, mais ça j'ai pas raconté ça à ma mère, hein. Ça, elle va être au courant maintenant. Ça maintenant elle va être au courant, mais je lui ai pas raconté parce que elle aurait eu plus peur, voilà, ça n'aurait servi à rien. Donc ça c'est d'un côté. Le deuxième côté, à un moment donné de nos carrières, on était en déplacement, donc moi, mon frère et mon père en même temps. Et on laissait derrière nous donc ma mère et Souhair qui était jeune, donc toute seule à la maison. Donc dans les années exactement là où on sortait les trois ensemble, c'était en 97. C'était en 97. Et on se rappelle très bien en 97 les problèmes qu'il y avait ici.
et on était tout le temps en contact téléphonique avec eux pour savoir. Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas d'Internet, voilà. Donc on a passé vraiment des moments difficiles et franchement c'est-à-dire il y a eu franchement vraiment de la part de ma mère et de ma sœur franchement des sacrifices vraiment très importants. Je pense qu'il n'y a pas de regret dans tout ça finalement. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a pas de regret. C'était en fait ma mère et ma sœur, je sais très bien qu'elles vivaient ça passionnément à travers nous. Et en fait c'est une passion familiale. Donc il était hors de question que l'un d'entre nous arrête ou se sacrifie pour l'autre. C'était une on va dire une formidable aventure familiale. Oui. Qui c'est vrai qu'elle ne dure plus aujourd'hui parce que vous êtes tous les trois, vous avez arrêté, même Souhair a arrêté sa carrière d'athlète. Oui. Voilà. Ouais. Mais on espère voir d'autres Louahla arriver dans les années à venir, pourquoi pas. Alors Melik, tu nous racontais ses souvenirs de petit garçon qui accompagnait son papa au stade d'athlétisme du 5 juillet à l'époque. Lui, il était déjà entraîneur, il avait déjà été athlète auparavant. Des souvenirs de petit garçon quand tu voyais ton père entraîner les autres athlètes. À cette époque-là, tu te disais, j'aimerais être comme eux, j'aimerais faire comme eux, j'aimerais courir, décrocher des médailles, ou c'est venu avec le temps finalement, cette envie de faire du sprint, bien précisément, parce que il n'a pas été question de faire du demi-fond ou du fond ou d'autres. Ça n'aurait pas été possible. Mais vraiment le sprint, comment tu vivais ça quand tu étais petit et que tu accompagnais Amé Mohamed? En fait, pour savoir, c'est-à-dire, en fait, on est sprinter. On ne le devient pas parce que c'est quelque chose d'héréditaire. Tout ce qui concerne donc les sprinters ont un pourcentage de fibres rapides au niveau musculaire plus important que c'est-à-dire j'aurais jamais pu faire du demi-fond ou du fond. Donc j'étais confiné. Tu étais né pour devenir sprinter. J'ai été né pour devenir sprinter. Donc j'ai acquis cet héritage de mon papa et de ma maman. Voilà. Donc dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire quand je courais avec mes camarades à l'école ou au Homa, donc ça se voyait qu'il y avait on m'appelait donc j'avais des surnoms là. Ton comme papa ça. t'appelait Zarbot. Bah, ça c'est Mokhtar, ça c'est. Il t'appelait Zarbot, t'as tout pris, parce que tu avais, paraît-il, un temps de réaction, en tout cas au départ, qui était pas comme les autres. Tu avais ce don de Dieu, tu étais explosif, paraît-il. Tout à fait. Voilà, effectivement, ça, c'est Mokhtar qui a dit ça. Voilà. Et donc, oui, il m'appelait Zarbot. Tu as eu d'autres surnoms? Surnoms, j'avais donc Moustique, j'avais Mherqa, j'avais. En fait, Moustique, pourquoi Moustique? Parce que le soir, à l'époque, on n'avait pas d'éclairage public, et je sortais le soir courir juste au niveau du quartier, et donc Ouled Houma, quand ils étaient ensemble en train de discuter, ils me voyaient passer voilà, comme un moustique. Donc il m'appelait moustique, voilà. Et donc je pense que c'est ce don que tu avais, et certainement que ton papa a aussi apporté son expérience, son savoir-faire, et puis son talent de coach aussi. Il a aussi apporté sa touche. Il t'a énormément appris de choses, Melik Louahla. Il m'a tout simplement en fait mon père c'est d'abord, avant d'être un entraîneur, c'est un éducateur. Ouais. Donc d'ailleurs ma plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre les gens qui m'ont connu, et donc quand les gens qui m'ont connu forcément avec mon père. Donc ne demande pas après moi, ils demandent toujours après mon père, après ma mère. Toujours ils me demandent comment va Amimouh, comment va Khaldi Aïcha. Donc c'est ma plus grande fierté en fait. C'est toujours, les gens gardent toujours une grande estime de mes parents, et spécialement de mon papa qui a toujours été avec moi. Et donc il m'a transmis, avant de me transmettre
sa passion pour le sport. Il m'a d'abord transmis ses valeurs d'homme. Et donc en ce qui me concerne, c'est le plus important. Et après, il m'a effectivement transmis tout ce qu'il connaissait, c'est-à-dire tout son amour pour le sport. Il me l'a transmis tout doucement. Il a été très très patient avec nous. Je veux dire nous avec Samir. Il a eu cette clairvoyance, ton papa. On est bien d'accord, Malik Louahla, de savoir te doser comme il fallait et d'avoir cette, j'ai envie de dire, ce génie de te mettre au devant de la scène le moment où il fallait. Il t'avait dit d'être patient, il avait raison, mais à Bari, en 97, au JM et aux 4x400 mètres, il y avait quelqu'un, tu étais le 5e, il y avait 4. Et finalement, il a enlevé un des 4, il t'a mis toi dans le relais, dans le dernier sprint final, comme on dit. C'est Samir, je crois, qui a commencé la course. Moi, j'étais 3e. Voilà. Tu as su donner cette avance qu'il fallait et médaille d'or à la clé. Comment tu as vécu cette finale de jeu des Jeux méditerranéens de Bari et puis cette victoire à la fin? C'était comment pour toi, Malik Louahla? En fait, franchement, pour te dire la vérité, c'est le souvenir du relais 4x4 a été l'un, sinon le souvenir, mon plus beau souvenir. Franchement, parce que on l'a partagé. Oui. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vécu seul. Voilà, on était plus. On était. Il y a eu toute une équipe. Voilà, c'était toute une équipe avec un staff. Et donc ça a été l'un de mes franchement plus beaux souvenirs. Et je me rappelle donc. Pour la petite histoire, je n'étais pas, franchement, j'étais pas prévu. En fait, pour aller, on va aller un peu plus loin. Toute l'équipe n'était pas prévue. En fait, toute l'équipe n'était pas prévue d'être engagée déjà. Mais il y a eu des gens qui ont cru en nous à un moment donné et qui ont dit que le relais 4x4 pouvait faire quelque chose. Et donc parce qu'en fait donc il y avait en fait le problème chez nous c'est que au niveau des relais on ne donne pas la chance au relais. On attend la qualification de 2-3 athlètes et après on voit si on peut rajouter un athlète pour faire une équipe, bon, on dit on va engager une équipe, alors que normalement ça ne devrait pas une équipe de relais. On revient vers notre équipe. Donc il y avait mon frère qui a été médaillé sur 400 mètres. Il y avait Kamel Talhaoui, il y avait Adam Hassini. Voilà, il y avait Adam Hassini qui était aussi c'était un grand athlète de 800 mètres. Il était à 1,44. Et en fait, il y avait Aïchaoui. Il y avait Aïchaoui, qui était en 4e position. Donc moi, dans ma tête, je suis remplaçant, tranquille, je ferai jamais le relais, je suis sans stress, j'arrive. Et en fait, pendant les entraînements là sur place à Bari, j'avais fait un test sur 300 mètres. J'avais fait un test sur 300 mètres. Pour les connaisseurs, j'avais fait un test en 32,8, en 32 secondes de 8 centièmes. Et c'est à partir de là que ça a tiqué dans la tête de mon père. Il m'a dit, à 32,8, tu peux faire un bon 400. Je lui ai dit, non. J'ai dit, j'avais horreur du 400 mètres. Bon, il faut savoir que le 400 mètres, c'est la mort. Hein. C'est une course qui est très, 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 très difficile physiologiquement. Et donc, je lui ai dit, bon, il est hors de question. Je suis remplaçant, d'accord. Je suis là, je suis présent. Au cas où, je suis là pour encourager les garçons. J'apporte l'eau, mais voilà, faut pas chercher à plus. Et en fait, après la médaille de bronze de Samir, mon père, un jour, je suis rentré dans sa chambre et j'ai trouvé en train de faire des calculs, en train de calculer. J'ai dit ça c'est pas bon. J'ai dit ça c'est pas bon. J'ai dit en train de calculer. J'ai dit qu'est-ce que tu fais, t'es en train de faire? Il me dit je suis en train de penser au relais. Il me dit je crois qu'il y a quelque chose à gratter. Alors je dis à gratter, c'est-à-dire
Il m'a dit, je crois qu'il y a une médaille à décrocher au bout. J'ai dit, c'est bien. Il me dit non. Il me dit, je vise l'or. Carrément. Bon, là, j'ai dit que mon père commençait à divaguer. Parce que bon, l'Algérie n'a jamais eu de médaille. Il y avait surtout une équipe de France très redoutable. Il y avait l'équipe de France, il y avait l'équipe de France, il y avait l'équipe d'Italie qui jouait chez elle, il y avait l'équipe d'Espagne, il y avait donc nous on s'est dit bon, si on arrive à être pas trop on va dire ridicule, ça devrait le faire. Il me dit non, je crois qu'on peut décrocher alors. Bon, je lui ai dit bon, d'accord, ok, bon, à tout à l'heure, on se voit plus tard. Il me dit attends, j'ai hâte de parler. Là j'ai. T'as compris que finalement tu avais compris qu'il était. Tu étais censé faire. J'ai compris que ça allait mal se passer pour moi. Alors il m'a dit je crois que avec ton 32,8 sur 300, je crois que j'aurais besoin de toi sur le relais. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça va pas le faire, c'est trop de pression pour moi. Bon, j'avais 19 ans, hein. C'était ma première année en senior en fait. Bon, espoir mais senior. Puis une compétition compétition internationale avec la pression médiatique. Moi, j'avais pas l'habitude d'être c'est-à-dire sous l'effet du projecteur. Je lui dis non, c'est pas possible, je pourrais pas gérer. Non, il n'a rien dit. Il m'a laissé faire. Après, il m'a envoyé mon frère et Kamal Telhaoui. Ils sont venus, ils m'ont dit voilà Malik, écoute, j'aurais dit oublier, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à me convaincre. En fait, je me rappelle, c'est Kamal Telhaoui était pour beaucoup. Il m'a dit s'il te plaît, fais-le pour moi. Il avait le sens de la persuasion. Alors, juste pour l'anecdote. Et là toujours on revient vers les sacrifices de tous les athlètes, de tous les athlètes. C'est un peu triste. Hein. C'était en fait la semaine avant de venir d'aller à Paris. En fait le frère de Kamel a été lâchement assassiné. C'était 3-4 jours avant de venir. Et il est venu quand même. Il a tenu quand même à venir. Rien que pour ça, tu ne pouvais pas dire non. C'était impossible. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit s'il te plaît, fais ça pour moi. C'était pas possible. C'était impossible de dire non. Donc il a transformé toute la peur, c'est-à-dire toutes les appréhensions que j'avais, il les a transformées en une énergie franchement positive et je suis devenu carrément franchement une autre personne. Ouais. Donc je me suis levé, je lui ai dit je ferai ça pour toi. On va faire ça et pour les gens qui se rappellent de la course, a été franchement mémorable. On peut la retrouver sur YouTube. Hein. On peut la retrouver sur YouTube, tout à fait. Je l'ai vu en préparant l'interview. Voilà, donc en fait, bon, je suis allé avec un stress immense, vraiment un stress immense, mais j'étais, c'est bon dans ma tête, je me suis mis dans la tête que j'allais faire ce 400 mètres et je l'ai fait. Et en fait, pendant la course, franchement, je me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Je me rappelle que bon, j'ai pris le témoin. Donc j'ai commencé à courir. Au bout de 100 mètres, je me rappelais qu'il y avait l'athlète français qui voulait passer au niveau du premier 100 mètres. Et dans ma tête, je m'étais dit, je te jure que tu vas pas passer. Ouais. Ça, je me rappelle que dans ma tête, je me dis, Oqsim billah ma kfayt. Donc voilà. Et j'ai tout donné. Et Kamal Telhaoui a fait le sprint final et là franchement on voyait très bien qu'il courait avec ses tripes et jusqu'au dernier mètre on a pu décrocher l'or méditerranéen et avec le record et c'était magnifique. Voilà, ton plus beau souvenir, c'est ce que tu viens de nous dire, Malik Louahla. Magnifique souvenir, très beau témoignage, ce que tu viens de nous raconter à l'instant, et cet hommage rendu donc au défunt, donc le frère de Telhaoui, Rabbi yarhamou. Ça c'est l'image d'une équipe qui veut réussir pour son pays, pour sa famille, pour le drapeau, et ça c'est extrêmement touchant.
touchant. Alors, il y a eu l'or encore aux Jeux méditerranéens de Tunis en 2001 à Rades, je veux dire dans les JM. Pas au 4x4. Non, oui, individuellement. Individuellement. En 2001, j'ai fait, je pense, ma plus belle saison. Oui. Donc j'ai gagné l'or à Tunis et un mois plus tôt, j'avais là généralement beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai été 9e mondial au championnat du monde. Du monde militaire. Non, champion du monde civil. Champion du monde. Tu as décroché une médaille. J'ai été champion du monde militaire. Ça c'était en 99. Oui, c'était avant. Et en 2001, donc j'ai été 9e à Edmonton, voilà, et à 3/100e de la finale. Oui, alors parlons de 2001 d'Edmonton, des championnats du monde d'athlétisme au Canada. Tu étais à quoi? Tu étais tu viens de le dire, à 3 fois rien, parce que tu as terminé 9e meilleur temps. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça c'est grâce à Mortal Hammani encore une fois qu'on salue, sur cette finale, le 8e couloir était vide puisqu'il y a eu une blessure donc aux échauffements. C'est dommage que tu ne puisses pas, que tu n'as pas pu en tout cas faire ton échauffement et rejoindre la finale quand t'es pas repêché. Ça aurait été magnifique pour toi. Tu as dû vivre cela de manière assez particulière. Effectivement, ça m'a fait quelque chose, hein. Je le cache pas, mais bon, ce que je me dis, parce que c'était un athlète polonais. Oui. Que tu connaissais? Que je connaissais, oui, ouais, parce que généralement au niveau des meetings on se rencontre un peu, et donc j'ai vu son couloir vide où je me rappelle il a fait le départ, mais il n'est pas parti. Voilà, il n'est même pas parti. Non, là, il avait juste le départ, il n'est pas parti. Après je l'ai rencontré, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit j'étais blessé. Après je peux comprendre parce que en fait en 2001 c'était la première année où la fédération internationale avait donné des primes aux 8 athlètes. Et donc il fallait qu'il rentre pour décrocher sa prime. Voilà. Non mais sincèrement c'était pas ma place et puis c'est tout simplement. Mais par contre ce qui me dérange moi c'est pas ça. Ce qui me dérange c'est dans les athlètes qui ont été en finale et qui ont été pris par la patrouille de l'antidopage quelques mois plus tard. Moi, c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est les athlètes qui, en fait, il y a eu des athlètes au niveau de cette finale-là qui ont été contrôlés positifs, donc à l'antidopage. Et je me dis, ce sont ces gens-là qui m'ont quelque part privé de ma finale. En ce qui concerne, je vais être peut-être dur, mais en ce qui concerne, pour moi, c'est du vol. Non, mais tu as raison de voir les choses c'est carrément du vol. Et donc, en ce qui me concerne, ce qui me pose problème, c'est ça. C'est les athlètes qui se dopent, qui prennent les places d'athlètes propres. Et voilà, il y a des athlètes qui tombent carrément dans l'anonymat pour ça. En tout cas, c'est un coup de gueule. Et toi, tu n'es pas tombé dans l'anonymat. 9e au championnat du monde d'Edmonton, ce n'est pas rien. 9e meilleur temps, ce n'est pas rien. Tu aurais très bien pu faire cette finale du 400 mètres plat. Alors, tu as eu la chance, Melik Louahla, de courir devant celui que l'on surnommait la locomotive de Wacour. On l'appelait aussi l'athlète aux chaussures dorées, quelque chose comme ça. C'est bien sûr Michael Johnson. C'est quoi? C'est une locomotive qui passe devant toi quand il court devant toi. C'est du vent. C'est quoi? C'est pas que devant moi, hein. Devant tout le monde, hein. D'accord. Devant tout le monde. Il a longtemps été le maître. En ce qui me concerne, hein, jusqu'à présent, je considère Michael Johnson comme l'un, sinon le meilleur athlète de tous les temps. En ce qui me concerne, hein, chacun c'est. Il avait une façon de courir. Voilà. Donc Michael Johnson, en ce qui me concerne, c'était, il a été, il faut savoir, il a été champion du monde du 200 mètres en 1991. Et à Tokyo. Et en 1991, moi j'étais benjamin. Donc les années sont passées et il arrive le jour où je décroche ma qualification aux Jeux Olympiques et la veille de la course,
C'était à Sydney, oui. Non, oui. Et donc la veille de la course, il y a les start lists qui sont diffusés par la Fédération internationale. Et moi généralement je ne veux pas voir avec qui je vais courir. Tu veux découvrir. Je veux découvrir le jour J, voilà, pour ne pas me faire de film, pour voilà, sinon je vais pas dormir. Alors donc je vois mon frère donc qui était avec moi à Sydney, parce qu'il était qualifié avec l'équipe de relais. Il vient, je le vois de loin en train de rire. Et dès que je le voyais en train de rire, il m'a dit voilà, j'ai la start list. Il me dit, tu veux savoir avec qui tu es? Courir. J'ai dit c'est bon, je sais. J'ai compris. Donc déjà bon, il y a trois places qualificatives, donc il n'en restait que deux. Voilà. Faut être pragmatique dans la vie, il faut pas. Donc il est forcément impressionnant, hein, parce que bon, il détenait, voilà, il est champion olympique en titre, il détenait le record du monde. C'est surtout quelqu'un qui a régné sur cette discipline depuis. Voilà, il a régné. Voilà, il a régné avec pendant pratiquement depuis 93, depuis déjà les championnats du monde de 93, il faisait le doublé, il faisait le 200-400 et il était double champion du monde, double champion olympique tout le temps. Puis il participait au relais. Voilà, aussi, il participait au relais. Il a battu le record du monde en 99, donc déjà une année auparavant. À Séville, oui. À Séville, voilà, tout à fait. Et donc voilà, donc on était avec et forcément tout le monde l'attendait. Forcément tout le monde l'attendait et en fait ça accentuait la pression sur nous parce que voilà, sur tous les autres, parce que je me rappelle ce qui était impressionnant, déjà le fait que le stade soit rempli à bord à 9h du matin, déjà le matin, c'est en fait le stade était rempli pour les séries du 400 mètres. Moi, je m'étais dit, bon, le matin, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Normalement, il va y avoir moins de pression. Bon, on va essayer Sauf qu'il y avait Michael Johnson et sauf que le stade était rempli. Il y avait très tôt le matin, 80 000 spectateurs. Donc, ça m'a franchement mis beaucoup de pression. Ça rajoute du stress, oui. Et quand on est sorti on est sorti au niveau de la porte marathon pour entrer sur la piste principale. Là, on ne voyait plus rien de par les flashs des journalistes et des gens. Donc, tout le monde est en train de prendre en photo Michael Johnson et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai perdu, c'est-à-dire je n'étais plus là. C'est-à-dire j'ai perdu mes moyens. Là franchement, je me rappelle exactement de ce moment-là. Il y avait une telle pression, tellement de flash, c'est-à-dire on n'arrivait plus à c'est-à-dire il était question de lui, c'est-à-dire plus de nous. Et comme on n'avait pas franchement, c'était mes premiers Jeux Olympiques et c'était la première fois, je pense que je courais dans un stade aussi rempli. Je me rappelle que franchement à ce moment-là j'avais perdu mes moyens, ouais, tout ça, tout simplement, voilà. Mais c'est quand même un souvenir, hein, de courir c'est 400 mètres avec lui. En fait, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait durant toute notre carrière, c'est-à-dire notre rêve. Moi, quand j'étais gamin, mon rêve c'était juste de participer c'est-à-dire à une compétition internationale. Et le fait c'est-à-dire d'être là, d'être dans la même série de Michael Johnson, d'être participer à mes premiers Olympiques, c'était quelque part, bon, peut-être pas un aboutissement, mais franchement, c'était la réalisation d'un rêve de gamin, tout simplement. De petit garçon. Alors, quand on parle de petit garçon, tiens, tu en as, toi, un petit garçon, Emile, voilà, tu m'as dit que c'était Emile, il y a une petite fille aussi, Inès. Est-ce que tu penses qu'ils feront de l'athlétisme, eux aussi, comme papa, comme papy et mamie? Alors là, je crois que leur maman est en train de rire parce que la première paire de pointes de ma fille, je l'ai déjà achetée. C'est vrai. Ouais. Donc c'est bon. Bah apparemment c'est bon. Même d'ailleurs je salue et je rends hommage à la maman Yasmine qui n'est pas du milieu, qui n'est pas sportive du milieu sportif, mais qui aime énormément le sport. Tu lui as transmis cette passion finalement.
je ne sais pas si je lui ai transmis. Je crois que ça a toujours été en elle. Elle m'a dit que déjà avant de me connaître, elle aimait le sport. Elle aimait le tennis. Elle aimait le karaté, mais elle suivait les Jeux Olympiques, elle suivait les championnats du monde, Roland Garros, la Formule 1. Elle est très sport. Et donc quand je l'ai connue, donc franchement ça s'est emboîté, tout simplement. C'est-à-dire, elle aurait aimé me connaître durant ma carrière, oui. mais je pense que je lui ai dit que non. J'ai dit que non parce que durant ma carrière, j'étais très. C'est pas le même Melik Louahla d'aujourd'hui. C'est pas le même Melik, non, c'est pas le même Melik. J'étais très. On va dire, je sais pas, nerveux. Tu étais dans ta bulle. Ouais, j'étais franchement dans ma bulle. Voilà, j'étais franchement dans ma bulle. Il y avait pas de place il y avait pas de place à autre chose. Et heureusement que je l'ai connu à la fin de ma carrière. Donc ça s'est fait le plus normalement du monde. Et voilà, et ça va se transmettre, cette passion pour le sport, pour le sprint, pourquoi pas, puisque c'est dans les gènes, on l'a bien compris, aux petits enfants de Melik Louahla. Peut-être que le papy aura aussi un mot à dire, Ami Mohamed. Rabbi Taoul fi Amr, Inch'Allah. Il vient justement. Je lui souhaite un joyeux anniversaire parce qu'il vient de fêter ses 83 ans. Et donc en fait quand j'emmène ma petite fille à la maison, de temps en temps je le vois en train de lui lui enseigner des choses. Et donc et apparemment même ma fille elle aime bien ça. Et voilà, j'espère que ça va se perpétuer. Inch'Allah, en tout cas, on verra d'autres Louahla sur les pistes d'athlétisme. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu partages de temps en temps des petits plats que tu cuisines ou que tu dégustes, je ne sais pas. Ça te plaît de cuisiner, de mijoter des petits plats comme ça pour toi ou pour les autres d'ailleurs, hein? Tu aimes bien cuisiner le poisson, j'ai vu, tiens, tu as fait du calamar. T'as bien cherché. En fait, il faut savoir que je cuisine quand je suis un peu énervé. Ah, c'est pour passer tes nerfs. Voilà, donc quand je me sens, ça me déstresse. C'est franchement alors ma femme, je lui dis c'est pour moi. non, je lui dis le repas aujourd'hui c'est pour moi. Elle comprend que je suis un peu énervé et que j'ai envie de m'isoler un peu. Et donc la cuisine, effectivement, c'est super déstressant que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Et donc il faut dire que je suis pas ça va, je me débrouille. Ça va. Pour ceux qui ont goûté ma cuisine entre guillemets, c'est pas grand chose non plus. Ça va. Je pense que tu vas pas ouvrir non plus un restaurant dans pas longtemps, mais c'est bien d'avoir un homme qui cuisine à la maison. De temps en temps, ma femme me dit tu devrais faire ça. C'est pas à écarter. On arrive à la fin déjà de cette émission. Le temps passe très 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 vite. On a eu des témoignages magnifiques de ta carrière de sprinter, Melik Louahla. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on parle de tes projets parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas complètement quitté les pistes d'athlétisme, même si tu as mis fin à ta carrière d'athlète en 2009, 2010. Aujourd'hui, tu es entraîneur et donc au niveau du GSP, donc l'ex-Mouloudia d'Alger, tu as des athlètes. Est-ce que tu as des projets en tant qu'entraîneur aujourd'hui? Est-ce que tes projets restent dans le domaine du sport? Est-ce que tu aimerais accompagner ces jeunes athlètes sportifs, sprinteurs, très loin dans leur carrière sportive? Alors, est-ce que c'est ça tes projets? Voilà, en d'autres termes. Donc le plus normalement du monde, donc en fait, parce qu'en fait quand j'ai fini ma carrière sportive, je me suis remis à mes études. Donc tu as fait l'ISTS. J'ai fait l'ISTS. Donc j'ai fini mes études parce qu'en fait j'avais la possibilité de faire une suspension d'études pour me consacrer entièrement à ma carrière. Et dès que j'ai fini, donc j'ai continué mon cursus universitaire. Donc j'ai fini. Donc le plus normalement du monde, je me suis mis à l'entraînement pour essayer de transmettre un peu toute mon expérience aux athlètes. Et donc tout ça nous remet un peu. C'est-à-dire on est touché aussi par la politique sportive. C'est-à-dire
c'est-à-dire, je suis un peu désolé en ce moment ce qui se passe au niveau du sport national en général et l'athlétisme en particulier, où les athlètes franchement les athlètes et leurs entraîneurs trouvent énormément de difficultés à s'exprimer. À savoir que en ce moment on a déjà le stade annexe est fermé pour réfection, et donc les athlètes se retrouvent malheureusement c'est-à-dire SDF entre guillemets. Et donc franchement je le rends hommage, je rends hommage vraiment franchement le sacrifice des athlètes, parce qu'on c'est-à-dire on s'entraîne franchement dans des conditions franchement déplorables c'est-à-dire on ne devrait pas tomber si bas. Franchement, avec surtout l'athlétisme, c'est-à-dire c'est un sport qui a amené à l'Algérie franchement énormément de résultats positifs. C'est le premier sport national en ce qui concerne les médailles en termes de médailles olympiques, en termes de médailles de championnat du monde. Et c'est-à-dire on se retrouve franchement, c'est-à-dire pratiquement sans stade, parce que on va me dire qu'il y a un stade au niveau de Bourj El Kifane, mais je suis désolé, le stade de Bourj El Kifane, les athlètes et leurs entraîneurs ne peuvent pas y aller. Parce qu'il est loin, parce qu'il y a énormément de circulation pour y arriver, parce que les athlètes sont en majorité universitaires et lycéens, qui sont au centre-ville et qui ne peuvent pas arriver à temps. Donc pour effectuer leur entraînement, déjà à savoir que déjà au niveau du stade annexe, déjà ce n'est pas évident, parce que les athlètes sortent généralement à 16h, 17h, et partout dans le monde, tout le monde est universitaire, tout le monde est lycéen. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire en Algérie, on dirait qu'on vit dans un pays, c'est-à-dire. On n'est pas des Martiens, on a bien compris. Voilà, on dirait, mais partout dans le monde, tous les sportifs sont universitaires, tous les sportifs sont lycéens, et tout le monde a des horaires d'études. Et tout le monde s'entraîne. Voilà, les gens s'entraînent de 17h à 20h, 21h. Donc ils doivent avoir des infrastructures adaptées. Très proches de leur lieu d'études. Voilà, et très proches de leur lieu d'études. Au moins avoir des projecteurs allumés. Chose qui n'existe pas chez nous. Chez nous, quand à 17h30 pendant l'hiver à 17h30 quand il fait nuit, tu rentres à la maison, parce que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de projecteur, il y a pas de voilà. Donc vouloir faire de la performance, vouloir faire un entraînement tout simple, ça devient franchement du domaine de l'impossible. Donc si j'ai un appel à faire aux autorités compétentes qu'ils essaient de régler ce problème récurrent. Le problème récurrent, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui date franchement depuis toujours. On va dire depuis toujours. Les athlètes, les entraîneurs, on a du mal à pouvoir effectuer un entraînement correct. Donc l'entraîneur, pour revenir au travail d'entraîneur, l'entraîneur éprouve toutes les difficultés du monde à essayer parce que le travail d'entraîneur en définitive c'est la planification, c'est la programmation, et l'entraîneur en ce moment n'arrive pas à planifier, n'arrive pas à programmer ses séances d'entraînement, et du coup on devient franchement pratiquement à faire du bricolage, c'est ce qu'on fait. Donc s'il y a un appel à faire dans ce sens, j'appelle les autorités à rapidement régler ce problème une bonne fois pour toutes, pour essayer c'est-à-dire que d'aller vers le développement effectif de cette discipline-là. Donc on a bien compris que tes projets tournent toujours autour du sport, et faire du développement avec tes athlètes, c'est ce que tu espères le plus. Donc voilà, d'un côté là, le côté j'ai envie de transmettre toute mon expérience aux athlètes. Ça c'est du côté donc athlétisme, mais pour changer un peu, dans mes
mon temps libre, j'essaie de lancer j'essaie de lancer du coaching personnel, des séances de remise en forme pour tout le monde, voilà, pour tout le monde. C'est-à-dire, je profite de l'occasion pour lancer un appel aussi. Voilà, il y a ma page Facebook Coach Louahla Malik, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est-à-dire j'ai résumé un peu l'expérience que j'ai acquise en tant qu'athlète, que j'essaie d'adapter, de transmettre pour tout le monde. Voilà, donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie de perdre du poids, tiens, pourquoi pas, et pour ceux qui ont envie de faire du sport pour être en forme tout le temps. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, contacter Malik Louahla. Ça a été un réel plaisir de t'avoir avec nous. On a passé un moment exceptionnel. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez passé un beau moment avec nous. Malik, merci pour cette sincérité, cette authenticité et pour cette sympathie. Je vous remercie déjà à vous. Je vous encourage déjà pour la suite de votre carrière de journaliste. Je lance aussi un grand hommage aux journalistes de la chaîne 3, parce que c'est une chaîne que j'écoute souvent, pratiquement toutes les émissions. J'aime bien. Et pour finir, franchement, par rapport à ce qui se passe dans notre pays en ce moment, la conjoncture actuelle, qui est une conjoncture c'est-à-dire qui est une conjoncture difficile, mais pleine d'espoir. Donc j'ai franchement plein d'espoir pour mon pays, pour notre jeunesse. J'espère franchement du fond du cœur que les choses vont tendre au changement positif. On est un peuple, franchement, on a vécu beaucoup de moments difficiles, et je pense qu'on est un peuple qui mérite franchement bien plus que ce qui lui est proposé maintenant. On est un peuple, je pense qu'il y a une prise de conscience générale qu'on ne peut plus continuer c'est-à-dire à vivre et à fonctionner de cette manière-là, et qu'il faut un changement radical. J'espère qu'on arrivera à ce changement radical, et je souhaite tout le bonheur du monde à mon peuple. Merci Malik Louahla, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de Dans ma bulle. On se retrouve très très vite sur les ondes Alger Chaîne 3. Excellente journée à toutes et à tous. Ciao ciao.